Ah, Hello, Bonjour, hello, hello, ça va? ça va et vous? Bien, très bien, très bien, bien, bien. Good, très très bien. good, good, good. Alors, donc, je vois qu'il fait beau de l'autre côté, là, chez vous. Il y a un joli tableau derrière toi, là, Anne. Ouais, c'est une toile. Oui, là, ça. Bien, bien, bien. Bon, je vais un peu résumer et présenter le contexte avant qu'on commence. Essayer de donner un peu un fil conducteur pour ceux qui vont Ah, nous écouter. salut Romain. Ah, il y a un Romain euh, on peut le faire, bon, il nous suit, c'est bien. Donc, le but, c'est de rappeler un peu le contexte. Et comme ça, voilà, on va commencer. Je propose déjà que chacun d'entre nous se présente. C'est un peu l'habitude. Et puis, Yes, on ça dira, marche. voilà, ce qu'il en est. Good. Honneur aux invités. Ah, merci. Alors moi, je m'appelle Anne-Laure Benguigui, je suis sophrologue à Nîmes. Je suis une jeune sophrologue puisque je suis installée depuis janvier 2021. Mhm. Voilà, j'ai été diplômée à l'issue d'une formation de 2 ans. Très bien. Ok, nickel. Valentin? Bah écoute, moi ça fait du coup un petit moment que j'ai rejoint le projet. Juste avant, j'étais dans toute la partie vente, donc j'avais bien le contact avec le client et tout ça. Mais voilà, que le monde du salariat m'empêchait de faire d'évoluer un peu plus loin que ce que je voulais. Donc, j'ai fini par rejoindre ce projet qui me permettait en même temps d'améliorer mes compétences et puis de pouvoir m'auto-réaliser d'une certaine manière, quoi. Voilà, voilà. Eh, c'est bien ça. Un peu plus développé que Anne, ouais, ça va. Anne, c'était très bref. Ok, mais bon, je pense qu'on rentrera dans le vif du sujet après. Moi, c'est Aubin. Donc, voilà, à la base, j'étais pas du tout, j'étais loin du monde du thérapeute. J'étais un ingénieur de formation. J'ai bossé pendant à peu près 5 ans dans le domaine de l'automobile. Et puis, voilà, en 2016, j'ai eu un gros déclic qui a fait en sorte que, voilà, je me suis lancé sur un chemin de reconversion plus ou moins involontairement. Donc, concrètement, c'était une rupture amoureuse qui a déclenché plein de choses et en fait, ça m'a donné le courage de faire les choses que j'aimais, mais qui n'étaient pas forcément du commun des mortels. C'était trop des choses abstraites, si on peut dire ça comme ça. Et puis, et en fait, je suis passé par une longue période assez très difficile psychologiquement, mais en fait, j'ai compris que il y avait des leçons de vie à apprendre et qu'il y avait un schéma derrière tout ça. Donc, de fil en aiguille, ça m'a mené sur plein de choses, mais le projet, finalement, d'aider les gens à faire leur parcours, entre guillemets, à laisser cette partie d'eux qui s'exprime pas, c'est comme ça qu'il est né. C'est pas un truc que j'ai réfléchi longuement, non. C'est venu naturellement. Et puis voilà, il y avait Valentin qui gravitait avec pas mal d'autres personnes qui se sentaient intéressées par le projet. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux là-dessus. C'est beaucoup plus vaste que le domaine de la thérapie. Concrètement, nous, on aime dire que s'auto-réaliser, c'est voilà, c'est laisser une partie de toi qui ne s'exprime pas prendre naissance. Ça peut être que, je sais pas, tu peux être un ingénieur, tu veux devenir pâtissier, par exemple. C'est ça, tu peux vouloir faire une reconversion professionnelle. Tu peux vouloir devenir entrepreneur, start-upper, musicien, chanteur, peu importe. Le point commun, c'est qu'à un moment donné, tu constates qu'il y a un inconfort. Tu prends acte de ça, tu fais pas l'autruche et tu te mets à travailler là-dessus. Par contre, tu es le seul garant de ce projet parce que c'est personnel. Donc, sur ce parcours, donc, ben, c'est sur le long terme. C'est pas quelque chose qui se fait sur un mois. Et comme c'est sur le long terme, il y a un ennemi qui apparaît, c'est la procrastination. Parce que à partir du moment tu vois, tu dis, ça te parle, je vois que c'est un ami de longue date. Donc, globalement, il y a la procrastination qui apparaît et la procrastination, c'est un sujet très hétérogène. Un coup, ça peut être par manque de stratégie, ça peut être des peurs, peu importe la nature. Nous, notre boulot, justement, ça va être de fournir des outils au plus près de l'exécution. Ça peut être des logiciels, des accompagnements, des formations, des livres. Mais c'est de fournir un écosystème. Donc, aujourd'hui, on parle un peu du domaine des thérapeutes, en général des sophrologues, parce que on a constaté récemment aussi, ça fait à peu près quoi, 6, 7 mois, que effectivement il y avait un problème dans ce secteur-là. Les sophrologues ont du mal,
en fait, ont beaucoup de fonds à développer l'activité. On constate que beaucoup commencent, mais certains abandonnent, en tout cas n'arrivent pas à en vivre. Et puis, en creusant, on s'est rendu compte que voilà, il y avait certains, il fallait rentrer dans la profondeur et se rendre compte, en fait, que voilà, ce serait bien de faire profiter de l'expérience de ceux qui sont là sur le parcours, qui ont déjà un peu de recul, pour que les nouveaux là, ils sachent mentalement ce qui les attend sur le terrain. C'est déjà ça, de prendre conscience que là, on va là, dès que on dit qu'on est thérapeute, quelque part, on est déjà un peu entrepreneur et voilà, qu'est-ce qui peut nous aider là-dessus? Donc, merci déjà à toi, Anne, d'avoir accepté d'être là. Donc, concrètement, le fil conducteur, c'est qu'on va poser des questions, Mhm. 3 à 5 questions, et puis voilà, tu répondras et en fonction des réponses, voilà, Valentin et moi pourrons rebondir pour ajouter des choses, poser, voilà, et puis ça garde un peu le côté pro et naturel, comme on disait. Mhm. Donc, on ne sait pas trop où ça va nous mener, mais voilà un peu le décor. Donc, ok, donc, je propose de poser la première question. Ça j'aime bien celle-là, c'est qu'est-ce qui t'a mené sur le parcours de sophrologue? Tout d'abord, je ne t'ai pas interrompu, mais je voulais vous remercier tous les deux de m'avoir invité. Je vous ai bien écouté, donc je vais pouvoir détailler un peu plus ma présentation. Moi, quand je suis sortie du lycée, j'ai fait des études de droit, plus ou moins par défaut. J'avais la tête bien faite et je voulais pas de maths. Donc, par élimination, le droit, ça menait à tout. J'étais loin d'imaginer que ça mènerait à ce que je suis aujourd'hui. Comment je suis devenue sophrologue? En fait, ça a été un concours de circonstances. J'ai découvert la sophrologie pour moi. Je l'ai pratiquée pour des raisons de santé, plus ou moins par hasard, parce qu'une amie m'a dit, tiens, tu devrais essayer, ça fait du bien. Bon, vous essayez 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, j'ai rencontré une sophrologue, justement, la sophrologue que j'ai rencontrée. Il y a eu une espèce d'évidence. Je me suis dit, mais c'est moi, enfin, une projection. Je me voyais faire ce qu'elle faisait, je me voyais être ce qu'elle était. Mais c'était un truc un peu spirituel presque, hein, parce que bon, chacune son chemin. Et j'ai continué ma petite route. Et j'étais toujours dans le droit, mais le droit, je savais le faire parce que j'avais appris et que la tête fonctionnait bien, mais c'était pas fluide. Mais je me posais pas de questions. Et puis il y a eu un deuil, plusieurs, les problèmes de santé. Puis au fur et à mesure, j'ai dû ralentir. Ma santé, mon organisme a dit de lever le pied, de ralentir. Et donc, je me suis posée, et quand on ralentit et qu'on est KO, on n'a pas grand-chose à faire quand le corps a besoin de récupérer, donc on s'écoute plus. Et j'ai commencé à me demander ce que j'étais, ce que je voulais, ce que j'aimais. Et je me suis inscrite dans l'instant, et je me suis inscrite dans mes goûts. Et en me découvrant moi, j'ai découvert qu'en fait, ce métier était fait pour moi. En fait, je suis pas allée chercher un métier parce que j'avais envie de faire un métier et j'ai pas eu à coller à un métier. C'est plutôt une rencontre entre le métier et moi. C'est le Voilà. métier qui est venu à J'ai toi, en fait. découvert qu'en fait, ce métier, c'était moi. Oui, exactement. J'ai découvert qu'en fait, j'étais déjà sophrologue parce que ce métier, c'était déjà moi, que je réfléchissais déjà comme ça, moi, dans ma vie, que ça correspondait à mes valeurs, que ça correspondait à mon regard. Et du coup, c'était fluide parce que c'était plus un travail, c'était déjà mon chemin. Après, la question a été de le structurer, d'en faire un travail, en fait. Donc, du coup, je me suis formée, puisqu'en France, il y a le chemin quand même de la légitimité par le diplôme. Donc, je me suis formée dans une école par chez moi, dans le Gard, et je me suis formée sur une école pendant 2 ans. Parce que je pense que le temps permet d'acquérir des choses qu'on ne peut pas acquérir en cumulant les livres, en fait. Il y a des choses qui ont besoin de temps, il y a des choses qui ont besoin d'expérience concrète. Et ensuite, une fois diplômée, il y a eu le confinement, il y a eu pas mal de choses. Moi, je laisse toujours du temps, donc je me suis laissé le temps de savoir si oui ou non ça allait être un cabinet, où il allait être, comment je voulais faire. Et tout s'est présenté à moi. Et au fur et à mesure, quand les choses se présentent, la seule, entre guillemets, chose que j'avais à faire, mais bon, c'est pas la moindre, c'était de prendre une décision. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et du coup, Et tu y es allé. généralement, j'y vais. En fait, je doute pas beaucoup parce que j'ai un gros intuitif que j'ai travaillé parce que ça se travaille. Et quand je sens que l'intuitif il est OK, après je regarde si tout le reste, je check les points. Alors ça pour le coup d'avoir 20 ans de droit, ça me met un grand atout parce que du coup j'ai plus qu'à checker
si je me mets pas en difficulté juridique ou administrative. Et après, bah, osons. Et c'est parti. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés. C'est vrai. Comme Et quoi, on est là rien aujourd'hui. n'arrive par hasard. Voilà. Et pour rebondir sur ce qui t'a fait sourire, c'est-à-dire la procrastination, euh, Mhm. moi j'ai souri parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore rencontré en termes de problématique. Parce que justement, je donne du temps aux choses. Donc, du coup, je ne cristallise pas le temps. C'est-à-dire que ce qui ne se fait pas aujourd'hui, même si j'avais prévu, pour moi, c'est pas de la procrastination. C'est que c'était comme ça et que ça devait se faire demain. Et si ça se fait jamais, c'est que ça devait pas se faire. C'est pas parce que j'ai procrastiné, c'est juste parce que, voilà, je regarde l'autre côté, je regarde ce que j'ai fait en fait. Parce que se reposer, récupérer, prendre le temps, observer, c'est des moments qui sont importants, mais qui sont moins palpables. Donc, du coup, la procrastination, généralement, on la voit parce qu'on se dit, il y avait ça à faire, je l'ai pas fait. Moi, je suis dans la logique inverse. Donc, la procrastination, j'en ai jamais été victime parce que je l'ai jamais laissée rentrer parce qu'elle n'existe pas dans mon regard. Parce Non, que, voilà. ça se voit dans le discours Et, que tu as, quoi. et puis, oui, non, mais vraiment, parce qu'en fait, c'est aussi parce que j'ai le pendant de 20 ans de droit, où la procrastination, elle se paye cash. Donc, il y a des délais, il y a des impératifs. Donc, je ne savais pas ce que c'était que procrastiner. Et donc, aujourd'hui, pour moi, c'est pas procrastiner. Pour moi, c'est prendre le temps. J'ai essayé la méthode où on procrastine pas, on fait tout. Et ça m'a pas mené à quelque chose d'hyper. En fait, on n'a pas voulu volontairement développer dans la procrastination parce que c'est pas le thème de la vidéo. Mais pour faire simple, quand on dit procrastination, c'est très hétérogène. À l'intérieur de la procrastination, tu as la procrastination chronique. Hum, Et justement, tu dois être quelqu'un justement qui n'est pas une procrastinatrice chronique. Procrastinatrice chronique, c'est quoi? C'est des gens qui vont être capables, même quand ils savent qu'il y a un danger, qu'il y a un risque à ne pas faire ce qu'ils doivent faire, ils le font pas. Quelqu'un, par exemple, qui hésite à prendre un rendez-vous pour la santé, pourtant il sait que c'est pour son bien. Quelqu'un qui hésite à payer ses impôts et on le relance, il continue à être en retard sur la relance. Donc, c'est quelqu'un qui, au boulot. Donc, en fait, c'est les gens qui, c'est pas juste limité à une activité, c'est un peu comme une addiction. Ils hum. font pas les choses, ils attendent tout d'être. Et là, en fait, pour eux, ça devient un mal-être constant parce que justement, ça les empêche de faire leur projet. Et C'est le malgré eux, pire, en fait. voilà, c'est malgré eux. Et Il y a différents degrés de procrastination. Il y a ceux qui disent, ouais, je vais remettre à plus tard parce que voilà, ça me dérange pas. Il y a ceux qui procrastinent, qui le remettent au lendemain, et ceux qui, malgré eux, ne le font pas, en fait. Et c'est là que ça peut poser problème, quoi. c'est assez vaste comme sujet et Hmm. il y a pas mal, comme je disais, c'est très hétérogène, il y a pas mal de facteurs. Mais voilà. Euh, ben c'est bien, du coup, si je comprends bien, c'est plus, voilà, c'est un peu ton côté juriste et finalement ton expérience personnelle qui t'a, de fil en aiguille, t'a mené au niveau de la SOPO parce que déjà, ça t'a servi toi. Hum. Et en plus, voilà, tu as eu besoin de faire un break par rapport à pas mal d'événements très chargés émotionnellement. Hum. Et comme ça, voilà, tu as dit, voilà, osons. Et en plus, voilà, ton côté très structuré fait que tu as su un peu approcher ce nouveau pas dans dans cette discipline. Et, Et, good, good, good. et moi, j'aurais une question, Oui, Valentin. enfin, qui est du coup la deuxième question, c'est quel genre de difficultés tu as dû faire face euh, pendant ton lancement, le lancement en fait de ton activité de sophrologue? Quelles sont les erreurs que tu as faites que tu aurais peut-être, là avec le recul, pu éviter? Euh, cette question, je peux pas y répondre comme ça parce que je conçois pas trop l'erreur. Dans, dans, dans dans mon regard à moi, en fait, ça fait partie de l'apprentissage et tout a un sens, en fait. Donc, comme Hmm. je m'inscris toujours dans l'instant, j'ai pas cette notion d'erreur. Dans mon mindset, il y a pas l'erreur ou l'échec. Il y a des choses qui auraient pu être différentes. Mais si elles avaient été différentes, je serais pas là aujourd'hui. Donc, comme je suis contente du résultat d'aujourd'hui, que je trouve satisfaisant et que je m'en satisfais et que je l'utilise pour avancer, j'ai pas ce regard de dire comment j'aurais pu faire autrement. Non, je suis contente d'avoir pris le temps de me poser des questions à moi. Je
suis contente d'avoir pris le temps de me demander à moi d'abord, avant de demander à l'extérieur ce que je voulais et comment je voulais le faire. C'est-à-dire que j'ai un peu rêvé mon projet. Mhm. On peut rêver tout en restant bien ancré, en fait, bien dans la réalité. Et moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais à chaque pas dans cette vie d'entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai compris très très vite il y avait moi, je restais moi, il y avait le thérapeute et il y avait l'entrepreneur. Et c'est un peu trois casquettes qui sont sur la même tête. Et il faut utiliser les trois. Et il faut savoir ne pas mélanger non plus les trois. Il y a des moments pour chacun. Et ça, je l'ai vite ressenti et je- ouais, je l'ai pas remis en question en fait. C'est-à-dire que depuis que j'ai pris ce chemin, je remets pas les choses en question. Une fois que la décision est prise, je m'en sers et j'avance. Parce Ok. que Est-ce que D'accord. sinon, ce serait, c'est pour moi, sinon ce serait peut-être, je dis pas, je l'ai pas encore vécu, mais ce serait peut-être paralysant. Donc, je préfère rester dans le mouvement et me dire, bah, il y aurait peut-être des choses que j'aurais pu faire autrement, mais elle m'aurait pas mené là. Donc, je continue et je potentialise ce que je rencontre. donc, en gros, tu agis, tu fais l'effort de Mm. privilégier l'action d'abord. Ouais. Euh, C'est-à-dire, oui et non. Non, ok, oui et non. Disons que je reste dans le mouvement, que ce soit le mouvement dans ma pensée ou le mouvement dans mes actes. Mais non, il y a des deux. Il y a toujours un temps d'observation, même s'il est très court et qu'il est intérieur, et il y a un temps d'action. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a les deux. Il y en a, ok, c'est pas l'un ou l'autre, et c'est pas, il y a toujours un peu les deux. ok. Mais du coup, quel est celui qui est le plus prépondérant chez toi? Parce que tu nous as parlé tu as dit que tu étais très intuitif et que tu as appris à cultiver ton intuition. Donc, ça se voit que tu es très speed, justement, en fait, tu ne laisses pas la surréflexion te bloquer, on dirait. Non. Ok. Mais c'est quoi, est-ce que tu as, eu des, parce que quelque part, ceux qui nous écoutent, ils veulent bien savoir comment ils peuvent aussi implémenter ça. Est-ce que tu as des petits tips à donner sur comment éviter d'être paralysé ou bien de trop réfléchir et tout? Qu'est-ce que je fais quand je me mets à trop réfléchir, que je perçois pas de solution d'un point de vue théorique? Euh, eh ben, je fais une action, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à faire d'un point de vue administratif, d'un point de vue ben, sur les trois casquettes, en fait, il y a toujours quelque chose à faire. C'est-à-dire que euh, généralement, l'action amène l'action, donc quand on lance un mouvement, ça peut être un mail pour prospecter, ça peut être un échange entre sophrologues, ça peut être aller boire un café pour changer les idées ou sortir, aller faire quelque chose, mais remettre du mouvement en fait. Remettre du mouvement en soi, ça remet du mouvement autour de soi. Et c'est bien aussi de faire les choses sans objectif direct. C'est bien aussi juste d'incarner ce qu'on est et de faire confiance et de lâcher un peu prise parce que sinon on voit pas les rencontres. On voit pas qu'autour d'un café, on peut vous parler bah, de votre discipline. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui cherche une sophrologue depuis 3 ans et va vous rencontrer vous. Et c'est vous qui va aller voir, c'est pas la sophrologue, c'est vous. Et donc forcément, c'est la sophrologue parce que c'est mon corps de métier. Mais c'est ça que je veux dire en fait, c'est rester sur soi en tant qu'humain et, euh, et continuer à structurer un minimum. C'est-à-dire que, alors après, moi, ce qui m'aide aussi à structurer, c'est que moi, j'ai en tête, parce que c'est mon passé professionnel, qu'il y a des impératifs. Il y a des impératifs de date administratifs, il y a des impératifs, bah, ne serait-ce que de faire attention à son argent, que de faire attention, de se fixer des délais, par exemple, pour prospecter, des choses comme ça. Ça permet d'avoir une visibilité. Mais il faut que ça reste une visibilité, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui oppresse. Il ne faut pas se dire, voilà, si le 30, j'ai pas fait mes 20 flyers, j'ai pas répondu à mon objectif. Non, parce qu'on a peut-être fait autre chose sans s'en rendre compte. On a peut-être semé des graines, on a peut-être fait une rencontre, et le 31, la rencontre, elle va téléphoner pour faire 5 séances. Donc, en fait, voilà, continuer de rester dans le mouvement, parce qu'en plus, on travaille avec de l'humain. Et l'humain, par définition, ça, vous contrôlez pas un être humain, c'est lui qui décide, il a son libre arbitre et c'est tant mieux. Et donc, faut laisser du mouvement pour qu'à un moment donné, il le rejoigne le mouvement. Faut se mettre enfin, je sais pas, moi, je me suis vite incarnée dans ce que je fais parce que j'aime ça et que ça me correspond. Donc, du coup, c'est des questions en moi. J'ai pas eu à prendre une posture de thérapeute, je reste moi, en fait, et pour le moment, ça me sert plus que ça me dessert. Ok. Donc, en gros, quand on est
bloqué ou quand on n'arrive pas à se débloquer mentalement, on passe à l'action. Oui, C'est l'action qui amène la clarté, qui apporte la clarté. ouais. Ok, ça c'est bien ça. C'est un truc qui est très simple, mais qui est souvent très difficile à pratiquer parce que justement, quand on cogite, quand on est trop en train de cogiter, on a tout tendance que tant qu'on ne voit pas la solution mentalement, tant qu'on trace pas un plan qui amène la solution, on lâche pas prise. Et on a plein de cas, je pense que Valentin peut nous en dire un peu plus, mais on a Ben, plein de personnes qui vont, tu hmm. prends un exemple très simple, c'est tu veux faire des vidéos peut-être pour Instagram, je sais pas trop, et après tu commences à dire ouais, il me manque ça, il me manque ci, il me manque ceci. Comment est-ce que je vais faire pour avoir ça? Et tu restes en train de faire un plan. Alors que là, tu comptes là, tu dis, ben, ok, qu'est-ce que tu as devant toi? Commence déjà par envoyer un mail. Hmm. Ça se trouve, tu as un ami, voilà. Et se déconnecter, effectivement, c'est pas évident, mais c'est très simple comme approche. Ap- Valentin, tu voulais, Ouais, bah, j'ai mis Après, moi, ça dans ce que je m'applique, mais c'est ce que je transmets. Valentin, tu voulais dire quelque... Ouais, je vais juste rajouter un petit point sur le côté de la surréflexion. C'est qu'il y a un ami il y a pas longtemps qui nous a dit que plus on réfléchit, plus ça nous éloigne de l'action en fait. Donc on peut réfléchir, mais le problème c'est que plus on attend, plus ça va être difficile de se mettre en action et plus on laisse passer ce temps, moins on a de chances de passer à l'action. Donc plus vite on coupe court à cette surréflexion, plus ça sera facile en fait. Alors qu'on pense que planifier, ça va nous faciliter le chemin, c'est pas du tout le cas parce que généralement dans l'action, ça ne se passe pas forcément comme on l'imagine et on a aussi d'autres problèmes qui viennent entre autres en cours de chemin. Donc passer à l'action permet vraiment d'appliquer au fur et à mesure ce qu'il faut faire quoi. Ouais, Voilà. effectivement. La particularité, ce qui est bien, c'est ce qu'Anna a dit, c'est que elle a dit, il faut se déconnecter de l'objectif. Et c'est là le problème. C'est que le plus souvent qu'on est dans la surréflexion, c'est parce qu'on ne voit pas le chemin qui mène à l'objectif. Et c'est pour On ça voit que qu'on le ne lâche résultat, pas ouais. plus. Mm. Donc, quand elle a bien dit que si tu te déconnectes de l'objectif pour être dans l'humain, le moment présent, là, tu peux justement, ça peut être plus facile de faire la petite action. Mais si tu es toujours dans, voilà. Donc, c'est très nuancé, mais c'est très pertinent, du coup. Ça, c'est bien. Je reviens, tu as beaucoup parlé de rester moi. Je vois que c'est une valeur qui compte beaucoup pour toi. Rester moi et tout. Est-ce que tu peux nous en dire plus, en fait? Parce que c'est le plus solide, c'est le plus stable. C'est-à-dire qu'on pense que se connecter à soi, ça peut être sujet à, voilà, à nourrir des réflexions, sauf que on est tout le temps avec soi-même. Et donc, c'est le meilleur moyen aussi d'avancer de façon. Alors, en Sophro, on parle beaucoup d'ancrage, mais c'est ça. C'est là, par exemple, l'action. Quand vous dites à un entrepreneur qu'il faut passer à l'action, il va penser objectif, donc il va penser forcément à l'extérieur, il va penser à client, il va penser cible, il va penser un thérapeute, va penser patient, va penser. Non, passer à l'action, ça peut être aussi faire un truc pour soi, parce que plus on se met en mouvement soi, plus autour de nous le mouvement il va arriver. Ça peut être aller faire une demi-heure de sport, ça peut écouter une bonne musique, ça peut changer sa physiologie à soi, ça change aussi notre regard et donc du coup ça change nos perspectives. Et en fait, pourquoi je dis que je reviens beaucoup à moi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir les réponses avec moi qu'avec un autre, au sens où l'autre, il a son libre arbitre, il a son moment, il a ses envies, ses besoins. Il y a beaucoup trop d'éléments. Avec moi, je limite en fait le nombre d'aléas. Et Il y a un, c'est une façon d'avancer. C'est une façon d'avancer avec un sentiment de stabilité en fait. Voilà, de pouvoir prendre les vagues, un peu comme la baleine qui est derrière toi. Voilà, on prend les vagues, mais on est stable parce que les sensations. Moi, je me repose sur mes sensations à moi. C'est-à-dire que je laisse pas l'autre décider de mon chemin. J'entends, je suis tout le temps dans l'interaction, mais la décision, je la prends pour moi. Et après, forcément, elle va impacter autour. Mais voilà, j'écoute ce qui se passe, mais le dernier mot, c'est moi qui. Et ça me permet aussi de faire des actions sans contrainte, puisque c'est moi qui décide du moment, de comment et du dosage. Ok, nickel. et là, en fait, quand tu dis je m'influence, j'imagine que tu parles de la confiance en soi. Comment toi, tu as réussi à te rendre, je dirais, un petit peu hermétique à l'influence des autres à l'extérieur et de déjà prendre une décision par rapport à toi et pas en fonction des autres?
Est-ce que tu aurais peut-être une façon de faire, un état d'esprit à avoir pour réussir à rentrer dans ce cas de figure? Je sais pas, parce que je pense que ça dépend du chemin de vie et de la personne, Hmm. de la personnalité que l'on a tous. Mais peut-être une chose que tous les thérapeutes peuvent entendre, comprendre, c'est à accueillir ce qu'on est soi, à être un peu relax, un peu cool avec soi-même et commencer par s'appliquer à soi de la compassion, de la bienveillance et de se dire bon ok, c'est comme ça, accueillir en fait sans jugement et dire ok, c'est comme ça, laisser un peu le flow en fait. Et ça permet du coup de observer, ça permet d'être moins dépendant de ce qui se passe autour. Ça veut pas dire être tout le temps en méditation, ça veut juste dire être dans l'instant. Voilà, étape après étape et faire que chaque étape a un peu de valeur. Mais elle a de Et la valeur. ça m'a. En fait, elle a de la valeur en soi. Ok. Le moment, il a une valeur, mais on le voit toujours après. Donc l'idée, c'est de partir du postulat que ce qu'on fait, c'est bien, qu'on fait le max, et que c'est déjà pas mal. Et on verra demain les graines qu'on a plantées. C'est un peu comme un jardinier, en fait. Moi, je suis beaucoup dans la visualisation. J'ai de l'imaginaire et j'ai de l'intuition, donc du coup, ça me sert beaucoup. Mais quelqu'un qui en aurait moins, quelqu'un qui a besoin, par exemple, d'être très structuré, ben, il peut prendre un journal quotidien et en remplissant ce qu'il a fait et pas regarder ce qu'il lui reste à faire, un jour, il se dira, ah ouais, mais quand même, je fais tout ça. En fait, chacun a ses petits trucs pour faut sécuriser sa petite route tout doucement, en fait. Ses propres repères. Et Faut- de garder en tête en fait qu'on a tout le parcours C'est qu'on a ça, déjà parcouru et pas le chemin qui. Je comprends très bien ce c'est que tu veux ça. dire parce que moi-même je m'en rends pas D'accord. forcément compte. En fait, je suis toujours dans le futur et Aubin me rappelle des fois, me dit mais souviens-toi d'où tu viens et de ce que tu as fait entre-temps. Donc c'est très important en fait d'avoir soit quelqu'un qui nous le rappelle, soit comme tu le dis en fait de juste tenir un journal, de se dire bah, tiens aujourd'hui j'ai fait ça, et puis au bout d'un moment de peut-être un, deux ou trois mois après de relire un petit peu les premières pages et de se dire ah ouais quand même il y a quand même tout ce chemin-là de fait entre-temps, il me reste peut-être encore tout ça à faire, mais j'ai déjà fait ça quoi. Et on a tendance à l'oublier un peu trop facilement et refaire un retour en arrière comme ça permet de garder cette motivation en fait de pourquoi on s'était lancé et d'où on vient. Ouais. Puis ça Ouais. équilibre, parce que on a ce réflexe naturel de regarder les doutes, mais pour aller en avant, il faut savoir d'où on vient et ça rééquilibre. Et du coup, ça nous remet dans le présent, en fait. Et dans le présent, on peut avancer tranquillement. Après, moi, dans mes deux métiers, qui pour le coup sont quelque part à l'opposé, les deux ont un point commun, donc finalement, ça pourrait être un point commun durable pour toute la vie, c'est que c'est l'expérience. C'est ce que on regarde ce qui existe en fait, on spécule pas. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que mon passé de juriste et aujourd'hui en tant que sophrologue, on invite les gens avec qui on avance à être à l'écoute de l'instant, de leurs sensations et de leurs ressentis. Donc c'est matérialisable, c'est des sensations, c'est de l'expérience. C'est pas uniquement comme ça des illusions ou des créations de l'esprit. Donc ça, c'est très utile aussi, c'est de s'ancrer et c'est revenir à du concret en fait. Mais pas le faire de temps en temps, le faire un petit peu chaque jour sur des petits trucs du quotidien. Mais, euh, mais c'est ces petits trucs qui vont dire à l'esprit, ok, tout va bien. Et Ok. une fois que l'esprit il est cool et que l'esprit il se sent en sécurité, tout le reste est fluide parce que du coup il alimente plus en croyances limitantes. D'accord. Donc, en fait, si je retiens bien, il y a deux volets. Le premier volet, c'est déjà d'être compassionné vis-à-vis de soi-même, d'arrêter de se saboter, de se critiquer. Et ça, c'est très parlant parce que c'est un mécanisme inconscient. L'autosabotage, ça, comme tu as dit, ça dépend de d'où on vient, mais pour certains, les ruminations, c'est très prépondérant. Et par contre, il suffit pas juste de dire d'arrêter. Voilà, c'est pas un bouton que tu appuies. Voilà, pour certains, ils subissent le truc. Et moi, je me souviens, il y a encore quelques années, ça jouait beaucoup parce que quand tu es sur un parcours d'entrepreneur, en fait, s'il y a une particularité, c'est qu'il te met face à ses insécurités. C'est-à-dire que tout ce que tu as caché depuis que tu es né, ça va ressortir si tu es sur un parcours d'entrepreneur. Ça va même appuyer là où il faut appuyer toi. Donc, tu ne peux pas te voir la face et tu ne peux pas non plus dire, je vais mettre ça de côté, je vais m'en occuper plus tard. Non, c'est maintenant.
si c'était quelqu'un qui rumine beaucoup, qui pense beaucoup trop, et que du coup, tu es très critique vis-à-vis de toi-même, tu vois, le simple fait de te rappeler que, ben, au final, je suis un humain et que j'ai le droit à l'erreur, de se donner le droit à l'erreur, de s'autoriser, se dire, je débute, donc j'ai le droit à une erreur, peut-être sur une échelle de 3 à 5, j'aime bien le curseur sur 5, je me dis, OK, je dois avoir 3 sur 5 ou 2 sur 5, je m'autorise tel point, tel nombre de points d'erreur. Ça aide déjà mentalement parce que ça enlève la pression sur les épaules. Donc, quelqu'un qui peut commencer, il peut utiliser ce simple principe de visualisation, peu importe le curseur du nombre d'erreurs auxquelles on s'autorise. Premier point. Après, il y a pas mal d'outils, mais c'est un peu un outil simple qui peut déjà débloquer quelqu'un, même si, malgré son expérience, il n'a pas encore l'aptitude de Mm. lâcher prise, d'être compassionné. Premier point. Deuxième point, tu as dit, il faut rester dans le concret. Et c'est encore important parce que quand tu restes dans le concret, tu restes dans ce qui a été réalisé. Tu n'es pas dans ce que je veux faire. Et là, du coup, tu es obligé de te dire, OK, qu'est-ce qui a été réalisé? OK, qu'est-ce que je devais faire avant? Et là, tu te rends compte qu'en fait, oui, tu as fait des petites choses dans ta tête, des petites choses, mais c'est pas si petite que ça. Il y a pas 2 jours, tu pensais que c'était des grosses choses. Donc, si tu as pu traverser ce qui te semblait être une montagne il y a quelques semaines, ben, celle qui est devant toi, tu peux la traverser, mais tu commences par le petit morceau qui est devant toi. Mm. Donc, si tu arrives à combiner le fait d'être compassionné vis-à-vis de toi-même, de t'autoriser des erreurs, et en même temps le fait de te rappeler qu'au final, Mm. d'un point de vue moment présent, tu as eu à traverser des difficultés que tu pensais insurmontables, tu les as surmontées. De la même façon, si tu te laisses le temps et tu le découpes en petits morceaux, en prenant un morceau après l'autre, tu pourras le faire, quitte à mettre un peu l'objectif de côté un certain temps. Il va revenir, mais juste un certain temps. Good, good, good. Euh, J'aimerais un peu revenir sur ton début de parcours parce que ça va peut-être donner un meilleur contexte. Quelle est la cible de personnes avec laquelle tu travailles le plus aujourd'hui? Est-ce que tu t'es dit, ouais, je vais aller travailler avec telle cible d'entrée de jeu? Est-ce que cette cible est venue à toi? Comment est-ce que tu as approché les choses quand tu débutais en fait? Moi, aujourd'hui, je travaille avec des sportifs et c'était pas. Ça s'est fait exactement comme je fais tout depuis que j'ai commencé la sophrologie et comme je fais mon quotidien, c'est-à-dire que j'accueille ce qui se présente à moi et je vois si je peux construire quelque chose. C'est-à-dire que moi dans mon quotidien de sophro, je suis dans une logique de mobiliser, enfin pas mobiliser, mais utiliser les ressources et les potentiels des gens pour répondre à un besoin et pour aller vers l'objectif que eux ils ont envie d'atteindre. Et ça peut être un tout petit du quotidien, ça peut être un gros objectif, peu importe, la question elle n'est pas là. Et je me suis retrouvée à travailler avec des sportifs parce qu'en fait, au début, c'était plutôt une question de prendre en charge des jeunes avec des problématiques de jeunes. Sauf que mon intuition m'a dit, je les vois pas dans mon cabinet, assis comme ça. Je les voyais pas dans cet environnement-là de cabinet. Donc moi, je me suis exportée. J'ai proposé de faire les séances à un endroit où eux se sentent à l'aise. Donc je me suis tournée vers l'autre. Et l'endroit où ils se sentent le plus à l'aise, comme c'est des sportifs, c'était le lieu du sport. Et donc ça s'est fait comme ça. Donc en fait, l'idée c'était pas d'accompagner des sportifs, l'idée c'était d'accompagner des êtres humains qui ont comme priorité de vie le sport. Et donc ça s'est trouvé à être de l'accompagnement, de la préparation mentale de sportifs. Mais, euh, mais ça pourrait être de la préparation, quel que soit l'événement de vie, en fait. Ils trouvent que là, c'est du sport parce que eux, c'est leur cœur de vie. Mais voilà. J'ai adapté euh, mon savoir, au sens large du terme, à leurs besoins. Et on va dire la cible au sens, oui, entrepreneur, mais on va dire que mon cœur de patientèle, oui, mon cœur de travail s'est dessiné autour de ça parce que voilà, parce que le besoin qui émanait vers moi était celui-là. Il y aurait eu un autre besoin, une autre clientèle, ça aurait été autre chose. Et donc du coup après oui, ça y est, ça que je voulais te dire. Du coup, je construis derrière mon orientation de façon un peu plus précise autour des sportifs forcément. Mais j'ai pas cherché tout de suite à me spécialiser en me disant moi c'est ça qui me plaît, je veux faire ça et je vais chercher des gens qui rentrent là-dedans. Non, j'ai fait comme je fais pour le reste de mon activité, c'est que
j'observe, j'accueille et je vois si je peux faire correspondre ce que je rencontre et ce que je suis. Ça marche pas toujours, mais, euh, mais ça donne de la flexibilité qui évite beaucoup de stress. Ce Ouais. qui est déjà énorme pour l'entrepreneur que nous sommes. On en sait quelque chose. On en sait quelque chose. Valentin, tu voulais dire quelque chose? Non, je pense elle a bien répondu à la question, donc non, rien de spécial à ajouter. D'accord. Du coup, moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que cette cible-là t'a posé des difficultés particulières? Est-ce qu'il y a c'est quoi ton approche du coup? Est-ce que quand tu reçois quelqu'un en première séance, qu'est-ce que tu essaies de faire? En même temps, tout à l'heure, tu disais que tu étais très dans l'humain, dans être toi. C'est quoi comment est-ce que tu approches le truc? Est-ce que tu l'approches en mode, ben, je vais voir ce qui va se passer. Et s'il y a des choses, c'est ma responsabilité de voir, entre guillemets, si je peux l'aider et auquel cas, ben, il peut poursuivre. Ou bien tu essaies de lui dire, d'entrée de jeu que voilà, s'il faut travailler sur une problématique quelque part, c'est jamais une problématique profonde et que ça peut nécessiter un suivi beaucoup plus, à plusieurs séances pour que le mal soit corrigé. Je peux dire ça comme ça ou atténué. C'est quoi ton approche? Euh, Cette réponse, elle est pas stable parce qu'elle dépend de chaque personne. C'est-à-dire que j'ai ma posture de thérapeute, j'ai mon axe, en fait. J'ai mon axe et mon regard à moi. Alors, mon axe, c'est plutôt un axe d'entrepreneur et c'est un axe de thérapeute, c'est-à-dire que moi, j'ai une posture et j'ai une structure. Je sais où je veux aller. Maintenant, à l'intérieur, c'est pas moi qui modifie la route et c'est pas moi qui prends la décision. C'est-à-dire que la personne vient, me livre ce qu'elle a envie de me livrer, ce qu'elle peut me livrer, ce qu'elle a envie de faire ou pas. Et moi, je propose. Et c'est un échange. Et le dernier mot, c'est pas moi qui l'ai généralement. Mais parce que c'est mon choix. Parce que c'est mon choix de laisser le libre arbitre à la personne qui vient consulter. D'accord. Mais ça c'est vraiment, c'est très très variable en fait. C'est chaque personne qui est différente. Ça, c'est à l'intuition, hein. Là, Et si tu il y a pas de sens, règle. C'est à ce moment-là que la cascade. il y a un décalage peut-être. Oui, Valentin, on t'a pas Euh, écouté. non, c'est pas de J'ai souci. pas Il n'y a entendu pas de souci Valentin. en fait. Ce que je voulais te demander en fait, c'est si tu sens qu'une personne a besoin, mais qu'elle va peut-être pas oser aller plus loin. Est-ce que tu oses, enfin, est-ce que tu essayes quand même de l'inciter à continuer ou pas du tout du coup? Je lui montre qu'il y a des chemins, différents chemins qu'elle peut prendre, qu'elle peut choisir, et je lui montre qu'il y a différents dosages aussi pour avancer. Après, c'est elle qui choisit. C'est-à-dire que je la laisse pas comme ça en lui disant bon, d'accord. Je reste pas passive en fait. C'est la logique qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que je lui montre qu'il y a une action possible, mais le premier pas, ça peut pas être moi qui le fais. Hmm. Je lui montre qu'il y a de l'action, je lui montre qu'il y a des mouvements qui sont possibles, je lui montre les différents chemins, un peu comme un entrepreneur pourrait être guidé par des conseillers administratifs dans différentes administrations en France, en fait. C'est-à-dire Hmm. que on va consulter, on nous dit voilà, vous pouvez faire une entreprise, mais la première pierre, la première action, c'est à nous de le faire. Bah là, c'est pareil. On vient me voir, la personne va m'expliquer pourquoi elle est venue me voir. Moi, je lui explique en retour que moi, je vois tel et tel chemin. Mais c'est la personne qui va décider qu'on y va ensemble. D'accord. Mais je lui montre qu'il y a des chemins. Je la laisse pas comme ça faire le premier pas dans l'inconnu. Je lui montre qu'il y a des chemins en réponse à ce qu'elle m'a demandé. Hmm. Tu lui offres plusieurs possibilités pour voir ce qui pourrait lui convenir le mieux, quoi. Mais après, je te rejoins sur le fait que Oui, si la personne n'a pas envie, que ce soit en tant que client ou en tant qu'entrepreneur, on peut pas obliger quelqu'un à changer ou à faire des efforts s'il n'a pas envie de le faire. Si la personne n'est pas prête à vouloir changer, aussi, nous on parle aussi de fait de avoir assez, certaines personnes n'ont pas assez mal, ne ressentent pas encore le besoin de changer. Et si elles ont ce mal-là intérieur,
au bout d'un moment, elles vont chercher des réponses et elles vont vouloir passer à l'action. Mais sans ça, généralement, c'est compliqué. On peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, quoi. Non, parce Mm, il va le faire pour la personne qui est en face de lui. Et donc, c'est Mm. délétère. Mais d'accord. c'est que ma vision à moi, hein. Oui, oui. En fait, la question de Valentin était pertinente parce que d'un point de vue pratique, tu vois, il y a un gros problème, c'est tu peux, en tant que thérapeute, voilà, tu as des valeurs qui sont fortes. Mais en tant que réaliste, tu vas vers des gens et tu peux donc être très confronté beaucoup de personnes à des gens tu sens qu'ils ont besoin de toi, qui ont un parcours qu'ils peuvent prendre, mais toi, du coup, en tant qu'expert, tu as une visibilité beaucoup plus grande que la leur. Mais par contre, c'est à eux de prendre l'action. Donc, je pense que ce genre de contexte, au final, il pose la question de, voilà, c'est quoi les valeurs de chacun des uns des autres. Et tu as bien dit, tu as dit au final, ça dépend des cas, ça dépend de plein de paramètres. Mais c'est sensible parce qu'au moins, ça amène les gens à se poser la question, à réfléchir sur la question parce que c'est un questionnement, c'est des situations qui vont réfléchir, qui vont revenir plusieurs fois. Voilà. Certains pourront interpréter de la bienveillance différemment par rapport à d'autres. D'autres diront que peut-être il faut aider la personne à faire quelque part un peu un petit leadership avant que, voilà, ça dépendra des uns et des autres. Mais c'est important de se poser la question, surtout pour ceux qui écouteront. Et puis voilà, chacun se fera plus ou moins son choix en fonction. Good. Donc, ce que je retiens en gros, c'est que ta cible, t'as plus ou moins, voilà, tu t'es laissé guider par ta cible. T'es rentré dans le mouvement, tu t'es laissé guider par ta cible, tu étais plus à l'écoute d'elle que de vouloir forcer quelque chose. Et puis voilà, comme tu as de la structure, que tu sais où tu vas, voilà, tu as su faire graviter ce qu'il fallait. Et puis voilà, les choses se font petit à petit. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et du coup, toi, t'aurais quoi comme tips, si je peux dire ça comme ça, comme recommandation, voilà, pour la jeune Anne-Laure qui devrait recommencer son parcours et voilà, t'aurais quoi comme deux, trois tips à recommander? Je sais pas, peut-être. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je refais pas le chemin, mais si j'avais quelqu'un comme moi qui devait le faire demain, je lui dirais de tout s'autoriser parce qu'il y a que par l'expérience qu'on découvre des choses. Il y a que dans l'expérience qu'on découvre, qu'on arrive à doser, qu'on arrive à avoir envie de plus, qu'on arrive à avoir envie de moins aussi. Mais d'expérimenter. Il faut expérimenter en fait. Il faut y aller parce que l'immobilité, c'est pire que l'erreur. C'est pire que de tomber. Vaut mieux tomber et de se dire, bon, ok, et recommencer, en fait. Vraiment de garder bah, presque oui, comme on dit en sophro, ce regard d'enfant pour tous les jours oser des nouvelles choses, s'émerveiller, faire des expériences. Je lui dirais d'oser encore L'état, plus et d'expérimenter encore plus. garder l'état d'esprit du débutant, quoi. Ouais, ouais, parce que, bah, de toute façon, comme on dit, hein, l'expérience du débutant. Donc, Hmm. Hmm. les expressions, elles sont jamais ça. Donc, bon. Non, Non, mais enfin, vraiment ce j'aime. truc de l'émerveillement, en fait, parce que ça donne un joli mouvement, ça donne de la légèreté à beaucoup de choses, en fait. Ça veut pas dire être émerveillé, ça veut pas dire être inconscient. C'est pas du tout pareil, ça veut pas dire non plus être irresponsable. C'est c'est avoir cette curiosité du moment, cette curiosité de ah tiens, ok. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur l'expérience, en fait, parce que généralement, quand on parle d'expérience, je crois qu'on a avec souvent d'expérience comme des acquis, en fait, des compétences que tu gardes, que tu apprends. On dit que quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, il sait beaucoup de choses. Mais on oublie le côté émotion et le côté vécu, en fait. C'est grâce au vécu et aux émotions Mm. que l'on apprend et que l'on avance beaucoup plus vite que le côté théorique. C'est pour ça que la proactivité et le passage à l'action est aussi important. Et ça, le problème, c'est qu'on peut l'entendre 100 fois, mais on ne pourra jamais réellement le ressentir tant qu'on ne sera pas passé à l'action, en fait. C'est ultra Mm. important, mais on ne porte pas assez d'importance à tous ceux qui souhaitent se lancer aujourd'hui dans n'importe quelle activité.
que ce soit de l'autorisation ou entrepreneuriat, il faut tester et vraiment appliquer en fait. Sans ça, on peut avoir toutes les connaissances, que ce soit dans les livres ou dans les formations, ça sera à peine, même pas 20% en fait du parcours. Donc, point pour moi qui est super Mm. important et qu'il faut vraiment, c'est qu'une chose à retenir, je pense, c'est celle-là, quoi. Par contre, j'aimerais rajouter un petit truc, c'est pas juste de tester. Ça veut dire que même dans l'exploration, il y a de la méthode. C'est très important. Enfin, elle a dit, je prends un exemple. Si tu te dis, ben, OK, je ne sais pas ce qui va marcher, voilà 5 options que j'ai, je vais me laisser 2 mois pour tester l'option 1. Enfin, au bout de 2 mois, tu fais ton truc, ça marche pas, tu capitalises, tu passes. Mais c'est beaucoup mieux parce que c'est méthodique. C'est pas une exploration, je fais tout, c'est que pendant 2 mois, tu te laisses le temps d'explorer une piste, de voir si elle marche pas. Et du coup, au bout des 2 mois, tu sais si elle a marché ou pas parce que tu as pris le temps de, de scanner un peu les étapes que tu fais, de réfléchir sur pourquoi tu fais les choses et pas juste de les faire. Donc, entre quelqu'un qui fait cette étape-là méthodiquement, cette exploration méthodique, et quelqu'un qui lance juste un peu des cailloux à gauche, à droite, ben, au final, vous deux, vous n'avez pas échoué, vous avez peut-être échoué, mais l'un, il sait capitaliser, l'autre, il sait même pas pourquoi il a fait les choses. Et du coup, il espère, il est juste dans l'espoir. Donc, c'est très important au Apprendre, niveau de l'expérimentation, mais surtout, c'est une expérimentation méthodique. c'est apprendre de ses erreurs, en fait. Prendre Moi, le temps, pour le coup, d'apprendre de ses erreurs et de pas juste foncer et de jamais regarder en arrière, de me dire, bah, attends, pourquoi je suis tombé derrière? C'est peut-être parce que j'ai fait ça ou ça, quoi. Parce que sinon, on risque de retomber une autre fois pour la même raison sans savoir pourquoi. Si on n'a pas retenu, si on n'a pas retenu la leçon, quoi. oui, parce que moi, j'étais dans le mot expérience presque scientifique, c'est-à-dire comme tu le disais, Aubin. C'est-à-dire l'expérience au sens où j'expérimente quelque chose. C'est pas juste je teste parce que j'ai vu de la lumière, c'est que j'expérimente parce que quelque part, consciemment ou inconsciemment, j'ai envie de savoir ce que ça va donner. Et c'est pas juste une exploration ou une tentative ou non, c'est vraiment expérience presque au sens scientifique, c'est-à-dire qu'il y a une intention derrière. C'est pas je tente des trucs. L'intention, elle est fondamentale. Parce que sinon, on ne pourra pas potentialiser et faire quelque chose de l'expérience. Donc, du coup, c'est pas l'expérience dans le sens je regarde dans le rétro et je dis ah, j'ai un vécu. Non, c'est l'expérience dans le sens mouvement vers devant. C'est pas du tout la même intention en fait. Tout à fait. Il y en a une qui est dans le futur, il y en a l'autre qui est dans le passé. Voilà, il y en a une, c'est je capitalise ce qui m'est arrivé, quel que soit ce que j'ai vécu dans la vie, et il y en a une autre, c'est je tente de capitaliser ce qui va m'arriver. C'est pas pareil. Exactement. Et c'est puissant parce que Mm. c'est un état d'esprit puissant dans le sens où, en fait, naturellement, quand tu deviens entrepreneur, même si tu es thérapeute, tu es dans l'exploration. Tu es beaucoup dans l'exploration. La prospection, c'est de l'exploration. Tout le temps. Tu sors d'un terrain inconnu où tout était balisé, à un terrain inconnu où, voilà, c'est un peu la forêt et t'as la boussole et voilà, limite, c'est MacGyver, quoi. T'as la boussole à l'ancienne. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Voilà. Rambo. Toi, exactement. Et puis, tu vois le pôle Nord, le soleil qui brille comme ça, et voilà, tu vas décider. Mais c'est ça. Mm. Donc, quelque part, même si tu te trompes, pour que tu puisses être en mesure de capitaliser et de prendre conscience que tu t'es trompé, il faudrait déjà que tu aies une intention. Et du coup, que tu aies au moins contrôlé la liste des actions que tu as faites. Et ça change tout parce que quand on est dans l'urgence, que peut-être on a des factures, tout ça, et qu'on a l'argent, du coup, revient une contrainte, on est très attaché au résultat final, pas à l'étape d'après. Et du coup, on a tendance à faire pas mal d'actions, mais un peu dans le désordre. Pas mal d'actions, c'est quoi? Je distribue des flyers massivement en espérant que les choses se passent. Pas mal d'actions, c'est je publie pas mal de contenu sur Instagram en espérant que il y a une boule qui va se faire et les gens vont venir. Je sais pas comment, mais les gens vont venir. Pas mal de choses, c'est je suis sur Facebook et puis je publie du contenu par mois, c'est du contenu que j'ai pris à gauche, à droite, c'est des petites choses, voilà. Et puis je me dis, parce que j'ai entendu qu'il faut être sur les réseaux sociaux et que ça marche de tonnerre. Donc pour moi, c'est quelque part un peu un raccourci. Et j'ai pas de stratégie en réalité, c'est ça le problème. Mm. À un moment donné, ça marche pas, je dis, mais c'est bizarre, ça marche pas, ça semble facile pour l'autre. Pourtant, tel a fait ceci, tel a fait cela. Romain, Romain, il nous a bien listé le truc. Il disait, ouais, celui-là, il a un joli site internet. Et puis, voilà, tu es très vite passé dans les comparaisons, mais tu ne vois pas le parcours qu'ils ont suivi, tu vois le résultat.
Donc, pour revenir, ton mot expérience au sens scientifique, il est puissant parce qu'il permet de donner une méthode, même quand on est pour naviguer dans l'inconnu. Et même, voilà, et ce qui fait qu'au final, on n'est jamais perdu. Il n'y a pas le mot erreur, comme tu as dit. Il y a juste le mot j'ai appris et donc j'avance. C'est ça, exact. Oui. Ok, ça c'était pour le premier point, puisque ça c'était la question, c'était qu'est-ce que tu conseillerais à la Anne d'aujourd'hui? Ça c'était le premier point, l'expérience. Tu as un autre point? Non, 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 non. Non, non, je suis assez satisfaite, donc non. Ok, cool. Mais Cool. c'est de rester dans cette satisfaction du moment, de pas aller dans le toujours plus, parce que le toujours plus, c'est comme si on se met un gros coup de frein à main sur une voiture, c'est dommage en fait. Bien sûr que ça peut toujours être mieux, peut toujours avoir plus de clients, on peut partir en vacances en ayant déjà des clients pour la rentrée et ainsi de suite. Oui, sauf qu'on n'est pas salarié. Donc, si on lâche pas prise sur parce que ça, c'est une logique de salarié, de se dire je pars en vacances, mais j'ai déjà mes dossiers pour quand je reviens. Si on lâche pas prise, enfin, moi, je sais que si je lâche pas prise sur ça, je me donne pas non plus la possibilité d'avoir des bonnes surprises, hein. Ouais, en fait, je rajoutais un petit bémol parce que c'est très relatif à la personnalité, tu vois, et même au contexte. C'est que Eh oui, euh, c'est pas, sans être dans le jugement, c'est pas une question de salarié ou d'entrepreneur. C'est que on a besoin quelque part d'avoir de la visibilité. À partir du moment où on est thérapeute et donc on est entrepreneur, on se dit quelque part pour pouvoir vivre, on doit être capable de dire, OK, je sais pas, je prends un homme, j'ai 4 patients c'est pas, patients clients par, par Par semaine. semaine. Ben, je pourrais en avoir tant. Donc, c'est normal de vouloir avoir un minimum de visibilité. De se dire, je pars en vacances, est-ce que j'ai des rendez-vous qui sont calés? C'est normal parce que, au moins, même si c'est pas complet, c'est ça qui montre que effectivement, on a trouvé un moyen, on a un profil qu'on a su satisfaire, et donc on a de la visibilité sur les boucles d'acquisition qu'on a. Tant qu'on n'a pas ça, c'est comme si on navigue encore sur quelque chose de très sensible. Tu vois. Donc je préférerais relativiser parce que je suis pas sûr que tout le monde puisse fonctionner au jour le jour, en fait. Bah, je c'est parce comprends. que Anne-Laure a déjà atteint un certain. Tu dis, Oh, Valentin? ça a coupé peut-être. Euh, Anne-Laure Oui, a atteint un certain niveau de confiance en elle, en fait, et elle est suffisamment alignée avec ses valeurs dans le moment présent, ce qui fait en fait, elle peut très vite anticiper et très vite réagir par rapport à la situation sans avoir forcément besoin de sécurité. C'est le besoin de sécurité est très présent quand on a ce manque de confiance en soi, quand on débute, quand on n'est pas trop sûr d'avoir des clients. Mais une fois que tu es aligné avec tes valeurs et que tu sais que les clients peuvent venir assez facilement par rapport à ton expérience et au fait que tu es, comme je disais tout à l'heure, aligné entre ta personnalité, celle du sophrologue et de l'entrepreneur, quand les trois sont alignés, elle sait naturellement que ça va venir en fait. Donc elle a plus besoin de se rassurer elle-même parce qu'elle sait enfin, elle a confiance en elle tout simplement. Et c'est pas évident pour tout le monde d'avoir ce niveau-là, je dirais, au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc Oui, c'est clair, il y a du vécu. il y a du travail. Il y a du Il y a travail. du vécu. Il y a du Hmm. vécu. Bien, mais- J'ai pas osé dire c'est mon métier, mais j'aurais pu. C'est quand même mon métier, mais oui. Good, 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 good. Ben, bon, donc, du coup, là, c'est bien. Je pense que là, on est un peu arrivé à la fin. Je sais pas si toi, Valentin, tu as des choses à rajouter ou bien Non, non, pas. moi ça me paraît bien. Je trouve qu'on a tourné pas mal, on a fait pas mal le tour de la question. Donc, bah, merci beaucoup Anne-Laure d'être venue, d'avoir partagé ton expérience et ton savoir. Merci à tous. Et puis voilà. Valentin, c'est découpé quand tu parles. Ah, On ouais, écoute, désolé. Il y avait tu peux l'intention. répéter, s'il te plaît? Je remercie beaucoup Anne-Laure d'avoir participé à notre petit live. Et puis voilà. C'était un plaisir d'avoir fait cet échange et les échanges précédents et j'espère aussi futurs.
Hmm. C'était un plaisir. Ah, Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, de m'avoir invité. ok. Merci à toi, Anne. En tout cas, c'est nous qui te remercions et surtout, voilà, je pense que les internautes te remercient aussi. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne fin de journée, du coup. Merci, bonne fin de journée à tous les deux aussi. Salut. Bye. Bye bye.